Le passe-temps singulier de votre fils a-t-il déjà sauvé la vie de quelqu'un? Quand on est parent d'un enfant autiste, on apprend à accepter ses obsessions. Pour mon fils de 10 ans, c'était les nunchakus. Pas les jeux vidéo, les dinosaures ou les trains, les nunchakus. Il s'entraînait 4 heures par jour dans notre garage, les mêmes mouvements encore et encore jusqu'à ce qu'il ait des callosités sur les mains. D'autres parents apprenaient le baseball à leur fils. Moi, je regardais le mien faire tournoyer des armes mortelles comme un mini Bruce Lee. Honnêtement, je trouvais ça incroyable. Ses professeurs continuaient de suggérer de rediriger son énergie vers quelque chose de plus approprié, mais je l'ai toujours défendu. Si cela le rendait heureux, alors c'était bien pour moi. Je n'aurais jamais pensé que son obsession sauverait plusieurs vies. Mon fils avait une petite amie à l'école. Je dis « petite amie » entre guillemets parce qu'ils ont 10 ans, donc ce n'est pas une vraie relation. Mais ils étaient tous les deux autistes et se comprenaient d'une manière que les autres enfants ne comprenaient pas. Ils se tenaient la main à la récréation, partageaient leur collation, s'asseyaient ensemble à l'heure du déjeuner. C'était innocent et doux. Ma femme et moi pensions que c'était inoffensif. Mais ensuite, un garçon de 13 ans d'une classe supérieure a commencé à flirter avec elle. Mon fils m'a raconté que le garçon la suivait, lui demandait d'être sa petite amie et se fâchait quand elle disait non. Elle l'a rejeté encore et encore. Mais il ne s'arrêtait pas. C'est là qu'a commencé le harcèlement. L'escalade de la violence. Un jour, après l'école, le garçon de 13 ans l'a coincé seul près des escaliers en béton. Mon fils n'était pas là pour l'aider, et le garçon l'a poussée dans les escaliers. Elle est tombée lourdement. Quand mon fils l'a trouvée, elle pleurait avec un œil au beurre noir, la lèvre fendue et un poignet tordu. Elle était trop terrifiée pour dire au professeur qui l'avait fait, car il l'avait menacée avec un couteau si elle le dénonçait. Mais elle a tout raconté à mon fils. Elle a dit « Il continuera de me faire du mal jusqu'à ce que je l'aime. » C'est alors que mon fils l'a regardée, le visage blessé, et a dit tout à fait sérieusement « Ce méchant ne te fera plus jamais de mal. Je m'en assurerai. » Elle pleurait et a demandé « Comment ?» Mon fils lui a souri. « J'ai mes nunchakus. » Ceux de Transformers que tu m'as offerts à Noël. Elle était choquée. Mais il est plus grand et plus âgé. Tu te battras vraiment pour moi? Mon fils a répondu « Tu es ma petite amie. Je me battrai contre un dinosaure pour toi. » Et il n'est pas plus grand qu'un dinosaure. Dès ce jour, mon fils a commencé à emporter ses nunchakus partout. Il les a même emmenés secrètement à l'école au cas où il en aurait besoin. À la maison, il a intensifié son entraînement, passant à 6 heures par jour au lieu de 4, regardant chaque vidéo de nunchaku sur Internet. Il est devenu si bon qu'il pouvait les utiliser pour vous passer un verre d'eau par-dessus la table sans en renverser une goutte. L'escalade du harcèlement. Pendant ce temps, les parents de la petite amie de mon fils ont signalé le harcèlement à l'école avec des photos de ses blessures. En réponse, le directeur a donné à l'agresseur une simple journée de suspension. C'est ainsi que nous avons découvert que le système ne fait pas grand-chose lorsque les parents du harceleur font des dons à l'école. Après la suspension, le harceleur est revenu plus en colère. Ses menaces ont commencé. Il a envoyé un SMS à mon fils disant « Je sais où tu habites » avec une photo de notre maison. Il a apporté un pistolet à plomb à l'école et a menacé la petite amie avec. Il lui laissait des notes dans son sac à dos, allant de lettres d'amour dérangées à des descriptions intimes sur la manière dont il la prendrait par la force si nécessaire. Puis, ce fut le vendredi. Mon fils et sa petite amie étaient chez nous, et ma femme et moi voulions aller à l'épicerie du coin pour leur faire une surprise avec des collations. Nous les avons laissés jouer aux jeux vidéo et leur avons dit que nous serions de retour dans 15 minutes. Nous n'avons même pas pensé que quelque chose se produirait, mais à la seconde où nous sommes partis, la fenêtre de notre salle de bain a volé en éclats. Le harceleur de 13 ans s'est introduit par la fenêtre cassée, tenant le pistolet de son père. Il n'entrait pas simplement, il chassait. Mon fils a été le premier à l'entendre. Sa petite amie a crié et il lui a dit de courir directement dans la chambre, de verrouiller la porte derrière elle, puis d'appeler à l'aide. « Où est ta petite copine ?» a crié le harceleur depuis la salle de bain. Mon fils a pris ses nunchakus Transformers dans le salon et s'est posté dans le couloir, entre l'intrus et la chambre où sa petite amie se cachait. Le garçon de 13 ans a tourné le coin, une arme à feu réelle et chargée à la main. Mais mon fils l'attendait déjà là.
À la seconde où le harceleur est apparu, il a commencé à lever son arme vers mon fils, mais mon fils n'a pas hésité. Il n'a pas paniqué ni figé. Au moment où cette arme commençait à se lever, les nunchakus de mon fils étaient déjà en mouvement. Un coup parfait a fait tomber l'arme de la main du garçon. Le harceleur s'est jeté sur lui de rage, mais mon fils était déjà passé à la mémoire musculaire. Il a commencé à le rouer de coups avec les nunchakus. Coups au corps, coups aux jambes, coups à la tête, tous précis, tous contrôlés. Le jeune de 13 ans est tombé lourdement sur notre sol, le nez en sang. Mon fils s'est tenu au-dessus de lui. La porte de la chambre s'est déverrouillée. Sa petite amie est sortie et l'a vu, son bleu toujours visible sur son visage à cause du moment où le harceleur l'avait blessé. Elle a couru vers lui. « Tu as tenu ta promesse. » C'est alors que mon fils est finalement sorti de son état de concentration. Il a commencé à trembler sous l'effet de l'adrénaline. Il a regardé en bas et a vu que le harceleur cherchait l'arme. Ce fut l'instant exact où ma femme et moi sommes entrés par notre porte, accompagnés des parents du harceleur qui étaient sortis à la recherche de leur fils. La police et les conséquences. L'arme était toujours au sol entre nous. J'ai bougé plus vite que je ne le pensais et je l'ai saisie avant que quiconque d'autre ne puisse l'atteindre. Mes mains tremblaient, tandis que je sécurisais l'arme et reculais. Ma femme avait déjà son téléphone à la main. Appelant le 911, sa voix ferme malgré le chaos alors qu'elle signalait une effraction et un intrus blessé. Les parents du harceleur sont restés figés à notre porte, regardant leur fils saigner sur le sol de notre couloir, le nez clairement cassé et le visage enflé là où les nunchakus de mon fils avaient frappé. Mon fils tenait toujours les nunchakus Transformers dans ses mains, se tenant au-dessus du harceleur comme un garde, mais tout son corps tremblait maintenant que l'adrénaline se dissipait. Sa petite amie s'est accrochée aux côtés de ma femme, son visage montrant le bleu fané du moment où ce même garçon l'avait poussée dans les escaliers en béton des semaines auparavant. La mère du harceleur a commencé à pleurer et a tenté de s'approcher, mais j'ai levé la main et j'ai dit à tout le monde de rester en arrière jusqu'à l'arrivée de la police. L'officier Grayson Ainsworth est arrivé en 4 minutes. 2 autres voitures de patrouille juste derrière lui, et j'ai immédiatement remis l'arme tout en expliquant que ce jeune de 13 ans avait brisé la fenêtre de notre salle de bain pour blesser la petite amie de mon fils. Les ambulanciers sont ensuite entrés et ont commencé à soigner les blessures du harceleur, tandis que mon fils laissait finalement tomber ses nunchakus et commençait à pleurer. La réalité de ce qui venait de se passer l'a frappé de plein fouet. Ma femme a enveloppé notre fils dans ses bras, tandis que sa petite amie se blottissait contre eux deux. Et j'ai regardé les officiers tout photographier. La fenêtre cassée de la salle de bain, l'arme tombée, les nunchakus qui avaient sauvé la vie de 2 enfants. Le père du harceleur tentait toujours d'atteindre son fils, mais les officiers ont fait en sorte que tout le monde reste dans des zones différentes pendant qu'ils sécurisaient la scène et prenaient les premières déclarations. La détective Nina B.S. est arrivée environ 20 minutes plus tard et a immédiatement commencé à séparer tout le monde pour des entretiens en bonne et due forme, commençant par ma femme et moi dans notre cuisine, tandis qu'une officière restait avec les 2 enfants dans la chambre. L'enquête et la préparation du dossier. J'ai expliqué toute l'histoire. Comment le harceleur avait harcelé la petite amie de mon fils pendant des semaines. Comment il l'avait déjà blessée suffisamment pour laisser des blessures visibles. Comment l'école ne lui avait donné qu'une suspension d'1 journée, malgré les preuves photographiques. Comment ces menaces avaient dégénéré jusqu'à envoyer des SMS avec des photos de notre maison. Le visage de la détective s'est assombri, tandis que je lui montrais les messages menaçants sur le téléphone de mon fils, y compris la photo de notre maison que le harceleur avait envoyée quelques jours auparavant avec le texte disant qu'il savait où nous vivions. Elle a tout photographié sur son propre téléphone et a demandé pourquoi nous n'avions pas signalé les menaces à la police avant cette nuit. J'ai dû admettre que nous avions fait confiance à l'école pour gérer la situation. Après que les parents de la petite amie aient fait leur rapport officiel au directeur, les ambulanciers ont chargé le harceleur sur un brancard et l'ont transporté à l'hôpital sous escorte policière. Ses blessures, y compris ce qui semblait être un nez cassé, une possible blessure à la tête et de multiples marques des coups de nunchakus sur tout son corps. Ses parents les ont suivis dans leur voiture après avoir donné de brèves déclarations. La mère pleurant toujours et le père semblant complètement choqué par ce que leur fils avait fait. La détective B.S. a passé plus d'1 heure à interroger mon fils en présence de ma femme et d'un spécialiste en visioconférence, utilisant des questions douces pour comprendre exactement ce qui s'était passé de son point de vue. Mon fils a expliqué à sa manière directe comment il avait entendu la fenêtre se briser, dit à sa petite amie de se cacher dans la chambre et d'appeler à l'aide,
puis s'était posté dans le couloir parce qu'il avait promis de la protéger. Lorsque la détective a demandé comment il savait quoi faire avec les nunchakus, mon fils a décrit sa routine d'entraînement quotidienne de 6 heures et a démontré le coup de désarmement exact qu'il avait utilisé sur l'intrus. Ses mains ont recommencé à trembler pendant la démonstration et il a soudainement demandé s'il était en difficulté pour avoir blessé quelqu'un. Sa voix était petite et effrayée d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. La petite amie a ensuite donné sa déclaration, décrivant comment elle s'était enfermée dans la chambre comme mon fils lui avait dit et avait appelé le 911, entendant le combat dans le couloir et étant effrayée que le harceleur blesse son petit ami. Elle a continué à toucher le bleu fané sur son visage de l'incident des escaliers il y a des semaines, disant à la détective que mon fils lui avait sauvé la vie cette nuit. Révélation troublante. Les entretiens se sont prolongés au-delà de minuit, avant que la détective BS ne s'assoie finalement avec nous dans le salon et n'explique ce qui allait se passer ensuite. Elle nous a dit que le harceleur ferait face à de graves accusations devant le tribunal pour mineurs, notamment effraction de domicile, agression avec une arme mortelle et harcèlement, compte tenu des preuves et de son âge suffisant pour comprendre ses actions. Elle a clairement indiqué que mon fils avait agi en légitime défense et en défense d'autrui, qu'aucune accusation ne serait portée contre lui, mais qu'il y aurait des enquêtes de suivi et d'autres entretiens au cours des prochains jours pendant qu'ils montaient leur dossier. Ensuite, la détective nous a montré quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Les officiers avaient fouillé le téléphone du harceleur à l'hôpital et y avaient retrouvé des plans détaillés pour l'attaque de cette nuit. Y compris un plan dessiné à la main de notre maison, montrant quelle fenêtre donnait sur quelle pièce et par où il prévoyait d'entrer. Il avait surveillé notre maison pendant au moins une semaine, prenant des photos sous différents angles, documentant nos routines, attendant la bonne occasion lorsque mon fils et sa petite amie seraient seuls et des cibles faciles. La détective a parcouru des dizaines de photos de surveillance sur sa tablette. Des photos de notre maison depuis l'autre côté de la rue, des gros plans de nos fenêtres, des clichés de mon fils et de sa petite amie jouant dans notre jardin. La planification était détaillée et troublante, démontrant qu'il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'une attaque calculée par quelqu'un qui nous étudiait depuis des jours. Le coup émotionnel. Nous avons finalement mis les 2 enfants au lit vers 2 heures du matin, épuisés et traumatisés, mais physiquement en sécurité. J'ai pensé qu'ils dormiraient profondément à cause de l'épuisement pur. Mais 1 heure plus tard, mon fils s'est mis à hurler. J'ai couru dans sa chambre et je l'ai trouvé assis dans son lit, pleurant et tremblant, disant qu'il continuait de voir le visage du harceleur lorsque les nunchakus l'avaient frappé. Ma femme et moi nous sommes relayés pour rester avec lui le reste de la nuit. L'un de nous était toujours sur la chaise à côté de son lit pendant qu'il essayait de dormir. Chaque fois qu'il commençait à s'endormir, il se réveillait en sursaut. Et j'ai réalisé que gagner le combat physique ne signifiait pas que mon fils en était sorti indemne. Le lendemain matin, j'ai trouvé mon fils debout dans le couloir, regardant ses nunchakus là où la police les avait photographiés et laissés au sol. Il ne s'en approchait pas, ne les touchait pas, restait juste là à les regarder comme s'ils étaient devenus quelque chose de dangereux et d'effrayant. Quand je me suis baissé pour les ramasser et les ramener au garage où il les rangeait habituellement, il m'a demandé doucement de les mettre quelque part où il ne pourrait plus les voir. Je les ai emmenés au cagibi du sous-sol et j'ai fermé la porte. Comprenant que l'arme qui lui avait sauvé la vie l'avait également forcé à blesser une autre personne, et que son cerveau de 10 ans luttait pour gérer cela. Les parents de la petite amie sont arrivés en milieu de matinée, l'air épuisé après avoir passé toute la nuit à l'hôpital avec leur fille pour des tests en raison du stress extrême de tout ce qui s'était passé. Ils nous ont serrés dans leurs bras et nous ont remerciés en larmes d'avoir gardé leur fille en sécurité. Mais j'ai pu voir la peur dans leurs yeux alors qu'ils regardèrent la fenêtre cassée de notre salle de bain, maintenant recouverte de contreplaqué, et le ruban de la police qui marquait encore des sections de notre couloir. Leur fille allait bien physiquement, mais était émotionnellement sous le choc, et ils l'avaient gardée pour la nuit juste pour être sûrs. La détective BS a appelé vers midi pour nous informer de la situation. Le harceleur était détenu en détention juvénile en attendant une audience au tribunal, incapable d'être libéré sous caution en raison de la gravité des accusations et de la menace qu'il représentait. Elle a également mentionné que le pistolet de son père n'avait pas été correctement sécurisé à leur domicile, ce qui pourrait entraîner des accusations criminelles supplémentaires contre les parents pour non-stockage sécurisé d'une arme à feu. Elle nous a ensuite dit que nous devions amener notre fils pour un entretien formel, enregistré en vidéo cet après-midi-là, dans la salle d'entretien spéciale du poste de police conçu pour les enfants. Thérapie et processus légal. Au poste de police,
Mon fils s'est assis dans une pièce décorée de jouets et de meubles moelleux. Rien qui ressemble aux salles d'interrogatoire froides que l'on voit à la télévision. La détective BS lui a demandé de raconter à nouveau l'histoire pendant qu'une caméra enregistrait tout pour le dossier du tribunal. Il était plus calme aujourd'hui, plus contrôlé dans sa façon de décrire ce qui s'était passé, mais il continuait de demander si le harceleur pourrait revenir chez nous. La détective lui a patiemment expliqué plusieurs fois que le garçon était enfermé dans un établissement sécurisé et qu'il ne pouvait blesser personne pour le moment. Mais mon fils avait besoin de l'entendre encore et encore avant de sembler le croire. Une fois l'entretien terminé, une travailleuse sociale nous a rencontrés dans une pièce différente pour discuter des ressources pour faire face à ce que les deux enfants avaient vécu. Elle a expliqué qu'ils auraient tous deux besoin de thérapie pour gérer le traumatisme, soulignant que même si c'est mon fils qui les avait défendus, il avait vécu une situation où quelqu'un avait menacé sa vie et qu'il avait dû utiliser la violence pour la première fois. Elle a dit que cela pourrait être profondément déroutant pour n'importe quel enfant, mais surtout pour un enfant du spectre autistique qui pourrait traiter la complexité morale de blesser quelqu'un en légitime défense différemment des autres enfants. Nous avons pris un rendez-vous d'urgence avec un thérapeute travaillant avec le traumatisme infantile et l'autisme, obtenant une place pour le lendemain matin car la travailleuse sociale a marqué notre cas comme priorité urgente. Mon fils a passé le reste de la journée inhabituellement silencieux, ne jouant avec aucun de ses jouets et ne voulant pas regarder ses émissions préférées, il s'est juste assis près de ma femme ou de moi sur le canapé. Il ne voulait pas parler de ce qui s'était passé. Il ne voulait vraiment rien faire. Il avait juste besoin d'être près de nous. Ce soir-là, la directrice de l'école a appelé mon téléphone portable. Elle a dit qu'elle était préoccupée et voulait savoir quand mon fils reviendrait en classe, ignorant complètement le fait que sa réponse totalement inadéquate au harcèlement initial avait directement conduit à l'aggravation de toute cette situation. Je lui ai dit que mon fils ne reviendrait pas, tant que je n'aurais pas l'assurance que l'école pouvait réellement le protéger et que nous aurions une conversation sérieuse sur leur manque d'action appropriée, malgré les preuves photographiques d'agression et les multiples signalements de menaces en cours. L'amitié en jeu. Les parents de la petite amie ont appelé vers 21h. J'ai répondu au deuxième appel, et la voix de sa mère était tendue et effrayée, me disant qu'ils avaient discuté de la sécurité de leur fille toute la nuit et qu'ils ne voyaient pas comment ils pouvaient continuer à faire confiance à cette école. Elle a dit qu'ils envisageaient d'autres districts, peut-être même de déménager dans une autre ville où l'administration protégerait réellement les enfants au lieu de protéger les chèques de dons. J'ai senti mon estomac se serrer car je savais ce que cela signifierait pour mon fils. Il était assis sur le canapé à proximité, regardant apparemment la télévision, mais ses yeux se sont fixés sur moi à la seconde où j'ai prononcé son nom. J'ai essayé de garder ma voix neutre, j'ai essayé d'aller dans une autre pièce, mais il m'a suivi, son visage affichant déjà ce regard de panique qu'il a lorsque sa routine est perturbée. Après avoir raccroché, il m'a attrapé le bras et m'a demandé si sa petite amie partait. Je ne pouvais pas lui mentir, alors je lui ai expliqué que ses parents avaient peur et envisageaient d'autres écoles. Il a immédiatement commencé à pleurer. Pas des sanglots forts, mais le genre silencieux qui vous brise le cœur encore plus. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'il se balançait d'avant en arrière sur ses talons. Il répétait qu'elle était la seule à le comprendre. La seule amie qui ne le trouvait pas bizarre, et ce qu'il ferait sans elle à l'école. Ma femme est entrée et a essayé de le réconforter, mais il s'est éloigné et est allé dans sa chambre, fermant la porte doucement derrière lui. Nous l'avons entendu pleurer là pendant plus d'1 heure. La première séance de thérapie a eu lieu le lendemain matin dans une clinique de l'autre côté de la ville. Le bureau du thérapeute avait un éclairage doux et des chaises confortables. Des jouets dans un coin et du matériel artistique sur une table basse. Mon fils était assis rigide sur sa chaise, les mains serrées sur ses genoux, répondant aux questions par des réponses d'1 ou 2 mots. La thérapeute lui a demandé de décrire ce qui s'était passé pendant l'effraction, et il a récité les faits comme s'il lisait un scénario. Aucune émotion dans sa voix. Mais ensuite, elle lui a demandé ce qu'il avait ressenti en frappant le harceleur avec les nunchakus. Et tout son visage a changé. Il a regardé ses mains et a dit qu'il était fier parce qu'il avait sauvé sa petite amie. Mais ensuite, sa voix est devenue plus basse, et il a dit qu'il se sentait aussi mal parce qu'il avait fait saigner quelqu'un et que ce n'est pas ce que font les bonnes personnes. La thérapeute a sorti un jeu de cartes avec différentes émotions dessinées dessus. Des visages de dessins animés montrant heureux, tristes, en colère, effrayés, confus. Elle lui a demandé de choisir celle qui correspondait à ses sentiments. Et il a choisi 5 cartes, les tenant une par une pendant que ses mains tremblaient légèrement.
Elle a expliqué que ressentir deux choses opposées en même temps est normal, que protéger quelqu'un qui vous est cher est bon, même lorsque cela nécessite de faire quelque chose de difficile. Elle a utilisé des mots simples et des exemples concrets, lui montrant des photos de super-héros qui ont dû se battre contre des méchants pour sauver des gens, lui demandant si ces héros étaient mauvais pour avoir combattu. Mon fils y a réfléchi longuement, puis a dit qu'il supposait qu'ils n'étaient pas mauvais, mais qu'il se sentait probablement triste de blesser des gens, même lorsqu'il devait le faire. La thérapeute a souri et lui a dit que c'était très sage, que comprendre cette complexité le rendait mature au-delà de ses années. Charge grave et négligence scolaire. La détective BS a appelé mon téléphone portable cet après-midi-là, alors que nous rentrions de la thérapie. Elle a dit que le bureau du procureur de district avait examiné toutes les preuves et les déclarations de témoins et qu'il traitait cette affaire avec le plus grand sérieux. Le harceleur serait accusé en tant que mineur, mais étant donné son âge et la nature préméditée de l'attaque, il faisait pression pour qu'il soit placé dans un centre de détention pour mineurs, plutôt que simplement sous probation. Elle a expliqué que le garçon avait planifié cela pendant au moins une semaine. Voler l'arme de son père, fait irruption dans notre maison avec l'intention claire de blesser ou de tuer, et que ce niveau de calcul démontrait qu'il était dangereux. Le bureau du procureur de district envisageait également des accusations contre les parents du harceleur pour ne pas avoir correctement sécurisé leur arme à feu, car cette négligence a directement permis à leur fils de commettre ces crimes. La détective BS a dit que nous devrions nous rendre pour un autre entretien la semaine prochaine, cette fois en présence du procureur afin qu'il puisse se préparer pour l'audience préliminaire. Elle m'a assuré qu'ils avaient un dossier solide et que les deux enfants seraient protégés tout au long du processus légal. 3 jours après l'incident, une enveloppe épaisse est arrivée dans notre boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait une lettre avec un papier à en-tête coûteux d'un avocat représentant les parents du harceleur. La lettre demandait une réunion pour discuter d'une résolution qui serait dans le meilleur intérêt de tous, suggérant que la poursuite de l'action en justice serait traumatisante pour tous les enfants impliqués et que nous pourrions peut-être trouver un moyen de gérer cela en privé. Je l'ai lu 2 fois. Ma colère grandissant à chaque phrase car je pouvais voir exactement ce qu'ils faisaient. Ils voulaient minimiser les conséquences pour leur fils et leurs propres responsabilités. Ils voulaient balayer cela sous le tapis comme ils avaient probablement balayé tout autre problème que leur argent pouvait résoudre. J'ai appelé un avocat de la famille ce même après-midi, quelqu'un qu'un ami m'avait recommandé et qui était spécialisé dans les affaires impliquant des enfants et des écoles. L'avocat a écouté mon résumé des événements, a demandé à voir toute notre documentation, puis m'a dit fermement de refuser tout contact direct avec la famille du harceleur ou leurs représentants. Il a dit que l'affaire pénale devait se dérouler sans interférence et que toute affaire civile pourrait être abordée plus tard, une fois les procédures pénales terminées. Il a également dit qu'il enverrait une lettre à leur avocat, indiquant clairement que nous ne participerions à aucune négociation privée. La bataille pour la sécurité. Les cauchemars de mon fils ont continué toutes les nuits cette semaine-là. Il se réveillait en hurlant vers 2 ans ou 3 ans du matin, et ma femme ou moi nous précipitions dans sa chambre pour le trouver assis dans son lit, en sueur et tremblant. Il continuait de rêver du visage du harceleur, de larmes, de ne pas être assez rapide avec ses nunchakus. Pendant la journée, il refusait de s'approcher des fenêtres de notre maison, restant au centre des pièces et se recroquevillant chaque fois qu'il entendait un bruit de verre ou une porte qui claque. La salle de bain où l'effraction s'est produite est devenue complètement interdite. Il passait rapidement devant elle, les yeux baissés, et s'il avait besoin d'utiliser des toilettes, il montait à celle de notre chambre, même si c'était plus loin. Lors de sa séance de thérapie suivante, la thérapeute a expliqué que c'était une réponse traumatique normale, que son cerveau essayait de le garder en sécurité en évitant tout ce qui était associé au danger qu'il avait vécu. Elle a dit que cela prendrait du temps pour s'en remettre, que nous ne devions pas le pousser à affronter ses peurs trop rapidement, mais que nous devions maintenir ses autres routines pour lui donner un sentiment de stabilité et de contrôle. Elle a recommandé d'être patient avec son anxiété accrue et de le laisser progresser à son propre rythme pour se sentir à nouveau en sécurité. La surintendante de l'école a appelé 4 jours après l'incident, sa voix professionnellement préoccupée, alors qu'elle demandait à planifier une réunion pour discuter de la situation et de la manière dont l'école pouvait soutenir notre famille. Je lui ai dit que j'amènerais notre avocat et il y a eu une pause de son côté avant qu'elle ne convienne que ce serait bien. La réunion a eu lieu 2 jours plus tard dans le bureau de la surintendante, une grande pièce avec des certificats sur les murs et un grand bureau en bois derrière lequel elle était assise comme une barrière.
Notre avocat s'est assis à côté de moi avec un dossier épais de documents, et le ton défensif de la surintendante a commencé dès qu'elle a commencé à parler. Elle a parlé du sérieux avec lequel l'école prenait la sécurité des élèves, de la manière dont ils avaient suivi tout leur protocole, en répondant aux signalements initiaux de harcèlement, de la manière dont ils n'auraient pas pu prédire cette escalade. J'ai senti ma mâchoire se serrer pendant qu'elle parlait. Et j'ai regardé notre avocat, qui m'a fait un petit signe de tête pour qu'il prenne le relais. Notre avocat a ouvert son dossier et a sorti une chronologie qu'il avait préparée, la posant sur le bureau de la surintendante. Il l'a guidée à travers chaque signalement déposé concernant le harceleur, en commençant par les parents de la petite amie apportant des photos des blessures de leur fille. Il a montré la réponse du directeur. Une suspension d'une journée pour avoir causé un œil au beurre noir, une lèvre fendue et un poignet tordu. Il a continué avec les signalements ultérieurs de menaces, l'incident du pistolet à plomb à l'école, les notes troublantes laissées dans le sac à dos de la petite amie et la photo de notre maison que le harceleur avait envoyée. Pour chaque incident, il a montré la réponse de l'école ou son absence. Le schéma devenant indéniable au fur et à mesure qu'il le déroulait. Il a ensuite sorti les registres de dons, des informations publiques montrant les contributions substantielles que les parents du harceleur avaient faites à l'école au cours des 3 dernières années. Il n'a accusé personne directement. Il a simplement laissé la chronologie parler d'elle-même, montrant comment un élève dangereux avait été protégé tandis que ses victimes étaient laissées vulnérables. Le visage de la surintendante est devenu pâle alors qu'elle réalisait que nous avions tout documenté, que nous avions des preuves de leurs manquements et que le district scolaire faisait face à une grave exposition légale pour leur négligence. Elle a commencé à parler de réviser leur politique, de mettre en œuvre de nouvelles mesures de sécurité, mais notre avocat l'a interrompu et a dit que ces conversations pourraient avoir lieu plus tard. Qu'à ce moment-là, nous avions besoin d'une action immédiate pour assurer la sécurité de notre fils lorsqu'il retournerait à l'école. La récupération de la normalité. Mon fils est retourné à l'école exactement 1 semaine après l'incident. Mais pas sans condition. Le district a assigné une assistante spécifiquement pour le surveiller, lui et sa petite amie, pendant toute la journée scolaire, quelqu'un qui resterait en vue d'eux à tout moment. Ils ont mis en œuvre un plan de sécurité qui comprenait l'expulsion immédiate et le contact avec la police pour tout élève menaçant l'un ou l'autre des enfants. Sans question, sans avertissement. La directrice a dû tout signer. Et lorsque j'ai déposé mon fils ce premier matin de retour, elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux, a juste hoché la tête et a dit qu'elle s'assurerait personnellement que le plan serait suivi. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit que je ferais un suivi tous les jours, que j'apparaîtrais sans préavis pour vérifier que l'assistante faisait son travail et que si quelque chose arrivait à mon fils ou à sa petite amie, le district scolaire ferait face à des conséquences qu'il ne pourrait pas acheter. Mon fils m'a serré la main fermement en entrant dans le bâtiment, son autre main serrant les bretelles de son sac à dos. Et je pouvais le sentir trembler légèrement alors que nous nous approchions de sa salle de classe. Les parents de la petite amie m'ont appelé plus tard ce matin-là. Ils ont décidé de garder leur fille à l'école après avoir vu les nouvelles mesures de sécurité en action. Après avoir rencontré l'assistante qui semblait sincèrement engagée à protéger les 2 enfants et après que notre avocat ait clairement indiqué que le district scolaire savait qu'ils étaient surveillés de près. Lorsque la petite amie de mon fils est entrée en classe ce jour-là, j'ai regardé à travers la fenêtre de la classe comment tout le corps de mon fils s'est détendu, ses épaules s'abaissant de près de ses oreilles à leur position normale. Son visage s'épanouissant dans le premier vrai sourire que je lui avais vu depuis plus d'1 semaine. Pendant la récréation, ils se sont tenus la main comme ils l'avaient toujours fait, marchant ensemble sur le terrain de jeu tandis que l'assistante les suivait à une distance respectueuse, assez près pour intervenir, mais assez loin pour qu'ils ressentent une certaine normalité. Mais la présence de cette assistante était un rappel constant que leur amitié innocente avait été volée, qu'ils ne pouvaient plus être juste 2 enfants qui s'aimaient bien, qu'ils étaient maintenant des victimes qui avaient besoin de protection. L'audience préliminaire 2 semaines après l'effraction, ma femme et moi nous sommes assis dans une salle d'audience pour l'audience préliminaire. Nous avions laissé notre fils à la maison avec ma sœur, ne voulant pas qu'il soit près du palais de justice où se trouverait le harceleur. La juge, une femme plus âgée avec des yeux perçants et une expression sans fioriture, a examiné les preuves présentées par le procureur. Elle a regardé les photos de la fenêtre cassée de notre salle de bain, examiné les rapports de police documentant l'arme et les blessures subies par le harceleur lors de la défense de mon fils. Lu les textes menaçants et les notes troublantes. Le harceleur était assis à une table avec son avocat et ses parents, la tête baissée,
portant une chemise habillée qui semblait trop formelle pour un enfant de 13 ans. La juge a posé plusieurs questions sur la chronologie, sur la réponse de l'école aux signalements initiaux et sur la manière dont le harceleur avait obtenu le pistolet de son père. Après 1 heure de témoignages et d'examen des preuves, elle a déterminé qu'il y avait plus que suffisamment de motifs pour procéder à des accusations juvéniles pour effraction de domicile, agression avec une arme mortelle, harcèlement et tentative d'agression. L'avocat du harceleur a tenté de plaider en faveur de la libération sous la garde de ses parents en attendant le procès, mais la juge l'a rejeté immédiatement, lui ordonnant de rester en détention juvénile en raison de la gravité des crimes et du danger évident qu'il représentait. Alors que nous sortions du palais de justice, j'ai senti ma femme me serrer la main fermement, et je savais que nous pensions tous les deux la même chose, que ce n'était que le début d'un long processus légal. Mais au moins, le système le prenait enfin au sérieux. La prochaine audience a eu lieu 3 semaines plus tard, et nous nous sommes assis dans la même salle d'audience, tandis que l'avocat du harceleur se levait et commençait son argumentation. Il a parlé de l'état mental troublé de son client, du fait que le garçon avait besoin de traite. Cet avocat se tenait là, essayant d'excuser le harcèlement, l'intrusion dans notre maison et le fait de pointer une arme chargée sur mon fils de 10 ans, en disant que son client avait des problèmes de santé mentale. La juge a écouté toute la présentation, le visage impassible, puis elle a demandé à l'avocat si les problèmes de santé mentale excusaient le fait de pénétrer par effraction chez quelqu'un avec une arme mortelle. L'avocat a bégayé dans sa réponse, disant « Non, mais ce traitement doit être priorisé ». La juge a ordonné une évaluation psychiatrique complète, mais a clairement indiqué que le harceleur resterait en détention juvénile en attendant son procès, car les crimes étaient trop graves pour être ignorés. Elle a parlé de prendre la gravité au sérieux et de protéger la communauté, et j'ai senti la poigne de ma femme sur ma main se relâcher légèrement. Nous avons quitté ce palais de justice avec le sentiment qu'au moins un adulte du système comprenait que ce qui était arrivé à notre fils n'était pas quelque chose que l'on pouvait soigner par la thérapie sans conséquence. 2 jours après cette audience, notre avocat a appelé et nous a demandé de venir à son bureau pour une mise à jour. Nous nous sommes assis en face de lui dans sa salle de conférence, pendant qu'il nous expliquait que la compagnie d'assurance du district scolaire l'avait contacté pour régler les potentielles poursuites civiles. Il a dit qu'il ne l'aurait pas contacté s'il ne savait pas qu'ils avaient gravement manqué à leur devoir de protéger les élèves. La compagnie d'assurance voulait éviter un procès qui exposerait chaque erreur commise par l'école, chaque fois où ils avaient choisi les dons plutôt que la sécurité, chaque signal d'alarme qu'ils avaient ignoré. Notre avocat nous a demandé ce que nous voulions faire, et je lui ai dit que nous n'étions pas intéressés par l'argent. Ma femme a immédiatement acquiescé. Ce que nous voulions, c'était de réels changements de politique qui pourraient empêcher une autre famille de vivre ce que nous avions vécu. Nous voulions des procédures obligatoires qui ne pourraient pas être ignorées simplement parce qu'un parent faisait un chèque à l'école. Notre avocat a hoché la tête et a dit qu'il leur communiquerait cela, que nous n'envisagerions un règlement que s'il incluait l'obligation pour le district de mettre en œuvre des réformes de sécurité spécifiques. Il nous a averti que cela pourrait prendre plus de temps que d'accepter simplement de l'argent, mais le temps nous importait peu. Ce qui nous importait, c'était que les autres enfants soient en sécurité. Le combat moral. Les séances de thérapie hebdomadaires de mon fils commençaient à nous montrer à quel point il luttait intérieurement. La thérapeute nous a appelés après sa 3e séance et nous a expliqué qu'il se sentait coupable d'avoir blessé le harceleur, même s'il comprenait qu'il n'avait pas d'autre choix. Elle a dit que son cerveau autiste traitait la situation morale de manière très littérale, qu'il savait que frapper les gens était mal, mais il savait aussi que protéger sa petite amie était bien. Et ces 2 faits s'entrechoquèrent dans sa tête. Il n'arrêtait pas de demander à la thérapeute s'il était une mauvaise personne pour avoir fait saigner quelqu'un. Si se protéger comptait comme être mauvais. Si les parents du harceleur étaient tristes de ce qu'il avait fait. La thérapeute travaillait à l'aider à comprendre que parfois le bien et le mal ne sont pas simples, que se protéger lui-même et sa petite amie était le bon choix. Même si lui causer une blessure lui semblait mal, elle a dit que cela pourrait prendre des mois pour qu'il le traite complètement, que la confusion morale après avoir utilisé la violence en légitime défense était normale même pour les adultes, et que ces schémas de pensée littéraux rendaient plus difficile pour lui d'accepter les zones grises. Nous regardions notre fils lutter avec cela tous les jours. Nous le voyions parfois regarder ses mains comme s'il y voyait encore les nunchakus. 1 mois après l'effraction, mon fils est entré dans le garage où j'étais en train d'organiser des outils et m'a demandé s'il pouvait voir ses nunchakus. Je les avais déplacés sur une étagère haute après l'incident,
car il m'avait demandé de les mettre dans un endroit où il ne pourrait pas les voir. Je les ai descendus et les lui ai tendus, le regardant les tenir comme s'ils pouvaient soudainement se transformer en serpents. Il les a emmenés dehors sur notre allée et a commencé à faire quelques mouvements de base, les schémas simples qu'il avait appris plus jeune. Sa forme était toujours parfaite, la mémoire musculaire prenant le relais, mais je pouvais voir qu'il n'y mettait plus son cœur. Après peut-être 5 minutes, il s'est arrêté, est revenu vers moi et me les a rendus sans rien dire. La joie qui illuminait autrefois tout son visage pendant l'entraînement avait complètement disparu. Il est rentré à la maison, et je suis resté là, tenant les nunchaku Transformers, comprenant que l'incident lui avait volé quelque chose que nous ne retrouverions peut-être jamais. Le traumatisme de la petite amie. La petite amie a commencé à avoir ses propres problèmes à l'école. Ses parents nous ont appelés un soir pour expliquer que leur fille développait une anxiété de séparation et faisait des crises de panique lorsque mon fils n'était pas là. La conseillère scolaire avait remarqué qu'elle s'angoissait pendant les cours lorsque mon fils était dans des pièces différentes et avait fait 2 crises de panique complètes à la cafétéria lorsqu'elle ne pouvait pas voir immédiatement où il se trouvait. Sa thérapeute a expliqué aux 2 familles que c'était sa réponse traumatique à avoir failli perdre son protecteur, que son cerveau avait appris que mon fils la gardait en sécurité et qu'elle ne pouvait plus le supporter hors de sa vue. Les 4 parents ont coordonné étroitement la manière d'aider les 2 enfants à se sentir en sécurité tout en les encourageant à reconstruire progressivement leur indépendance. Nous avons établi des horaires de vérification pendant la journée scolaire, travaillé avec les enseignants pour organiser des activités partagées et fait en sorte que les 2 thérapeutes communiquent sur les approches de traitement. C'était compliqué et épuisant, mais c'était nos enfants et ils avaient besoin que nous trouvions une solution ensemble. La détective BS m'a appelé 5 semaines après l'effraction avec une mise à jour sur l'évaluation psychiatrique. Elle a dit que l'évaluation révélait des conclusions troublantes concernant le harceleur, notamment des tendances obsessionnelles et un grave manque d'empathie qui étayait l'argument du procureur selon lequel il représentait un danger réel. Le psychologue qui l'a évalué a trouvé des schémas de fixation et une incapacité à comprendre comment ses actions affectèrent les autres. La détective BS m'a également dit que l'évaluation avait révélé autre chose, que les parents du harceleur avaient ignoré de multiples signaux d'alarme au fil des ans et n'avaient pas obtenu l'aide appropriée malgré les recommandations de ses écoles précédentes. Elle a dit que cette information renforçait considérablement le dossier car elle montrait un schéma de comportement dangereux que ses parents avaient permis en refusant d'y faire face. Je lui ai demandé si cela signifiait qu'il serait définitivement condamné et elle a dit que rien n'était garanti, mais que les preuves étaient très solides. Changement de politique scolaire. 6 semaines après cette nuit, le conseil scolaire a tenu une réunion publique pour aborder les politiques de sécurité. L'auditorium était plein de parents qui avaient appris ce qui s'était passé et voulaient des réponses sur la façon dont le harceleur avait été autorisé à terroriser les élèves pendant si longtemps. Ma femme et moi nous sommes assis au premier rang avec les parents de la petite amie. Lorsqu'ils ont ouvert la séance aux commentaires du public, je me suis levé et j'ai marché jusqu'au microphone. J'ai témoigné de la chronologie complète des échecs. En commençant par la petite amie poussée dans les escaliers et se présentant à l'école avec des blessures visibles. J'ai décrit comment le directeur avait donné au harceleur une journée de suspension malgré la preuve photographique d'agression. J'ai expliqué les menaces croissantes, l'incident du pistolet à plomb à l'école, les notes troublantes dans son sac à dos. Je leur ai parlé du SMS avec une photo de notre maison et de la façon dont les administrateurs scolaires savaient tout cela, mais n'avaient rien fait d'efficace pour l'arrêter. Ensuite, le père de la petite amie s'est levé et a présenté les photos des blessures de sa fille que l'école avait vues des semaines avant l'effraction. Il a brandi chaque photo pour que tout l'auditorium puisse voir l'œil au beurre noir, la lèvre fendue, le poignet contusionné, demandant au conseil comment il pouvait regarder ces photos et penser qu'une suspension d'une journée était appropriée. D'autres parents se sont également exprimés, partageant leurs propres histoires d'incidents de harcèlement ayant reçu des réponses inadéquates, créant une image d'échec systémique à protéger les élèves. Les membres du conseil scolaire étaient mal à l'aise pendant tout le témoignage, se tortillant sur leur siège et évitant le contact visuel avec nous. Après 2 heures de prise de parole des parents, ils sont passés à leur séance de vote. Ils ont voté pour mettre en œuvre de nouvelles politiques, y compris le signalement obligatoire de toutes les agressions physiques à la police, quelles que soient les circonstances familiales. Ils ont voté pour la suspension immédiate en attendant l'enquête pour toute menace de violence. Plus important encore, ils ont voté pour supprimer toute considération de dons familiaux dans les décisions disciplinaires,
mettant par écrit que l'argent ne pouvait plus acheter d'exception de sécurité. Les politiques ont été adoptées avec un seul vote contre d'un membre du Conseil qui avait reçu des contributions de campagne du père du harceleur. Ce n'était pas suffisant pour réparer les dommages causés à nos enfants, mais c'était quelque chose de réel qui pourrait protéger les futurs élèves de vivre ce que nos enfants avaient traversé. Verdict et nouvelle normalité. Le procureur nous a appelés la semaine suivante pour nous dire que la date du procès était fixée dans 2 mois. Il nous a expliqué à quoi nous devions nous attendre et nous a assuré que les preuves étaient accablantes. Il a dit qu'il s'attendait à un accord de plaidoyer une fois que l'avocat du harceleur verrait à quel point le dossier était solide, ou à une condamnation s'il allait jusqu'au procès. La meilleure nouvelle était que mon fils n'aurait pas à témoigner en personne en raison de son âge et parce que les entretiens enregistrés en vidéo étaient recevables devant le tribunal pour mineurs. J'ai ressenti un soulagement m'envahir car je ne voulais pas que mon fils ait à affronter à nouveau son agresseur. Je ne voulais pas qu'il soit assis dans une salle d'audience pendant que le harceleur le regardait. Le procureur a expliqué que la petite amie n'aurait pas non plus besoin de témoigner en personne pour les mêmes raisons. Il a dit que les preuves physiques étaient suffisamment solides entre la fenêtre cassée, l'arme, les SMS et notes menaçants, et les blessures à la fois sur le harceleur et sur notre fils. Ma femme a demandé quel type de peine le harceleur pourrait encourir s'il était condamné, et le procureur a dit que la détention juvénile jusqu'à 18 ans était probable, voire plus selon la décision du juge. Mon fils a lentement commencé à reprendre sa pratique des nunchakus, mais tout était différent maintenant. Il abordait les séances d'entraînement avec plus de sérieux, sans l'exubérance ludique qui définissait autrefois son entraînement. Il se concentrait sur le contrôle et la précision, travaillant les formes avec une concentration intense plutôt qu'avec la joie qu'il affichait auparavant. Je l'ai observé s'entraîner dans le garage un après-midi et j'ai réalisé qu'il comprenait maintenant le véritable poids de l'habileté qu'il possédait. Son entraînement s'était transformé de quelque chose d'amusant en quelque chose de lourd de responsabilité. Les nunchakus n'étaient plus des jouets dans son esprit. C'étaient des outils qui avaient blessé quelqu'un, même si ce quelqu'un avait cherché à lui faire du mal, à lui et à sa petite amie. J'ai pleuré la perte de cette innocence enthousiaste, même si j'étais fier de son dévouement. Il était toujours mon fils qui aimait les nunchakus. Mais l'incident l'avait vieilli d'une manière qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas avoir à vivre. Il s'entraînait avec le sérieux de quelqu'un qui avait utilisé ses compétences dans un vrai combat et avait gagné. Mais il avait payé un prix pour cette victoire dans sa propre paix intérieure. L'accord de plaidoyer, les séances de thérapie de la petite amie ont montré de réels progrès au cours des semaines suivantes. Sa thérapeute a travaillé avec elle sur des exercices de respiration pour quand elle se sentait effrayée, et elle les pratiquait à l'école chaque fois qu'elle voyait des garçons plus âgés dans les couloirs. Elle a commencé à lever davantage la main en classe et à déjeuner sans regarder par-dessus son épaule toutes les quelques secondes. Mais certains jours, elle se figeait lorsqu'un grand adolescent passait à côté d'elle. Tout son corps se raidissant jusqu'à ce que mon fils lui serre la main et lui rappelle qu'elle était en sécurité. Les 2 enfants ont appris des techniques d'ancrage où ils nommaient 5 choses qu'ils pouvaient en voir, 4 choses qu'ils pouvaient toucher, 3 choses qu'ils pouvaient entendre. Ils le faisaient ensemble pendant la récréation lorsque l'un d'eux commençait à se sentir anxieux, s'asseyant sur le banc et parcourant la liste jusqu'à ce que leur respiration ralentisse. Leur lien s'est approfondi grâce à tout ce processus de guérison partagée. Mais cela comportait un poids que des enfants de 10 ans ne devraient pas avoir à porter. Ils comprenaient les déclencheurs et les peurs de l'autre d'une manière qui les faisait paraître plus âgés que leurs camarades de classe, comme s'ils avaient vécu quelque chose qui les avait vieillis au-delà de leurs années. 2 mois après l'effraction, le procureur a appelé pour nous dire que l'avocat du harceleur voulait discuter d'un accord de plaidoyer. L'avocat proposait que son client plaide coupable de chef d'accusation réduise en échange d'une peine axée sur le traitement dans un centre pour mineurs plutôt qu'une détention régulière. Le procureur a expliqué que cela garantirait que le harceleur reçoive des soins de santé mentale tout en étant enfermé et loin de nos enfants. Il nous a demandé notre avis avant de répondre à l'offre. Ma femme et moi en avons parlé ce soir-là après que les enfants aient été couchés. Nous avons convenu qu'assurer que le harceleur reste loin de notre fils et de sa petite amie importait plus que de faire pression pour la peine maximale. S'il recevait de l'aide pour ce qui n'allait pas dans sa tête, peut-être qu'il ne blesserait pas l'enfant de quelqu'un d'autre à l'avenir. Nous avons appelé le procureur le lendemain matin et lui avons dit que nous accepterions l'accord de plaidoyer à condition que le harceleur purge une peine réelle dans un établissement sécurisé et ne puisse plus jamais approcher nos enfants.
L'audience de plaidoyer a eu lieu 3 semaines plus tard au palais de justice du centre-ville. Ma femme et moi nous sommes assis dans la salle d'audience pendant que le harceleur se tenait devant la juge, dans une combinaison orange, ses parents assis derrière lui, l'air plus petit que dans mon souvenir. La juge lui a demandé s'il comprenait les accusations portées contre lui et s'il plaidait coupable de son plein gré. La voix du harceleur était à peine plus forte qu'un murmure lorsqu'il a lu un papier que son avocat avait préparé, plaidant coupable d'effraction de domicile, d'agression avec une arme mortelle et de harcèlement. Ces mots semblaient plats et répétés, comme s'il lisait un rapport de livre au lieu d'avouer avoir fait irruption chez nous avec une arme. La juge lui a posé plusieurs questions pour s'assurer qu'il comprenait ce qu'il admettait. Et à chaque fois, le harceleur donnait de courtes réponses par oui ou par non, sans lever les yeux de son papier. Lorsque la juge a demandé s'il comprenait que ses actions auraient pu tuer 2 enfants, le harceleur a hoché la tête, mais n'a rien dit, qui suggère qu'il comprenait réellement la gravité de ce qu'il avait fait. La juge a accepté l'accord de plaidoyer et l'a condamné à un minimum de 2 ans dans un centre de traitement juvénile sécurisé avec des soins psychiatriques obligatoires. Elle a également émis une ordonnance de restriction permanente qui protégerait à la fois mon fils et sa petite amie, déclarant clairement que le harceleur ne pourrait jamais les contacter ni s'approcher à moins de 500 pieds, environ 150 mètres, d'eux pour le reste de sa vie. Clôture et nouveau chapitre. Toute l'audience a duré moins d'1 heure. Puis c'était fini. Ce soir-là, mon fils m'a demandé si le harceleur avait dit qu'il était désolé pendant l'audience. J'ai dû lui dire la vérité, que le garçon avait seulement lu ce que son avocat avait écrit pour lui et ne s'était jamais vraiment excusé, ni n'avait montré qu'il comprenait pourquoi ce qu'il avait fait était si mal. Le visage de mon fils s'est affaissé lorsque je lui ai expliqué cela, et il a demandé pourquoi quelqu'un qui blessait les gens ne s'excusait pas après. Je n'avais pas de bonne réponse à cela. Alors, je lui ai juste dit que parfois, les personnes qui nous blessent ne changent pas ou ne s'excusent pas de la manière dont nous avons besoin qu'elles le fassent. Sa thérapeute a consacré sa séance suivante à l'aider à surmonter cette déception, expliquant que nous ne pouvons pas contrôler si les autres sont désolés ou non, mais que nous pouvons choisir de trouver notre propre paix malgré tout. Elle lui a dit que le fait que le harceleur aille dans un endroit où il recevrait de l'aide était une forme de reddition de compte, même sans excuse, et que mon fils avait tout fait correctement en se protégeant lui-même et sa petite amie. Mon fils a semblé accepter cette explication, même si je pouvais dire qu'une partie de lui désirait toujours une excuse qui n'arriverait jamais. 3 mois après l'effraction, notre famille s'est adaptée à ce que la thérapeute appelait une nouvelle normalité. Nous continuons d'aller en thérapie toutes les semaines et mon fils a travaillé sur ses sentiments concernant l'incident avec quelqu'un formé pour aider les enfants à traiter les traumatismes. Nous avons installé un système d'alarme adéquat avec des capteurs sur chaque fenêtre et porte et nous avons appris aux 2 enfants à l'utiliser afin qu'ils se sentent plus en sécurité à la maison. Les nunchakus sont restés dans le garage, mais la relation de mon fils avec eux avait complètement changé. Il s'entraînait quelques fois par semaine maintenant au lieu de tous les jours, les traitant comme des outils sérieux plutôt que des jouets avec lesquels il s'amusait. Il se concentrait sur le contrôle et la précision pendant son entraînement, travaillant les formes avec une concentration intense. Nous sommes tous devenus plus prudents quant à la fermeture des portes et à la vérification des fenêtres avant de nous coucher. Et nous ne laissions plus les enfants seuls à la maison, même pour de courts trajets au magasin. Ma femme a commencé à porter du gaz poivré dans son sac à main, et je me suis assuré que mon téléphone était toujours chargé au cas où nous aurions besoin d'appeler à l'aide. Nous étions plus prudents et moins confiants que nous ne l'avions été avant ce vendredi, toujours conscients que le danger pouvait frapper quand nous nous y attendions le moins. Mais nous étions aussi plus unis en famille, vérifiant plus souvent les uns les autres et nous assurant que tout le monde se sentait en sécurité et soutenu. L'année scolaire s'est finalement terminée début juin et les 2 enfants ont réussi malgré tout ce qu'ils avaient traversé. Leurs enseignants leur avaient donné plus de temps pour leurs devoirs lorsqu'ils en avaient besoin, et la conseillère scolaire vérifiait régulièrement qu'ils géraient bien la situation. Les notes de mon fils sont restées stables, principalement des B avec quelques A dans les matières qu'il aimait vraiment. Sa petite amie s'en est également bien sortie, suivant ses cours, même les jours où son anxiété rendait la concentration difficile. Pour l'anniversaire de mon fils fin mai, sa petite amie lui a donné un cadeau emballé pendant leur pause déjeuner à l'école. Il l'a ouvert et a trouvé un nouveau jeu de nunchakus d'entraînement, des nunchakus en mousse conçus pour l'entraînement qui ne blesseraient personne s'ils se frappaient accidentellement pendant l'entraînement. Elle lui a dit qu'elle les avait choisis elle-même au magasin d'arts martiaux avec son père et qu'elle pensait toujours qu'il était la personne la plus courageuse qu'elle connaissait. Mon fils l'a serré dans ses bras là. À la cafétéria,
sans se soucier que les autres enfants regardent, et il a emporté ses nunchakus en mousse avec lui pour le reste de la journée scolaire. Les vacances d'été ont apporté un soulagement du stress constant des horaires scolaires et de l'inquiétude concernant les enfants dans le bâtiment où allait l'ancien harceleur. Nous nous sommes concentrés sur des activités familiales normales qui ont aidé mon fils à se sentir à nouveau comme un enfant normal. Il a passé des heures dans notre piscine de jardin à plonger pour des jouets et à pratiquer la rétention de sa respiration sous l'eau. Il jouait aux jeux vidéo avec ses amis en ligne, riant et criant dans son casque au sujet de stratégies et de séries de victoires. Il pratiquait ses nunchakus dans le garage quelques fois par semaine, retrouvant lentement une partie de la joie qu'il ressentait habituellement pendant l'entraînement. Nous allions toujours en thérapie tous les mardis après-midi, mais les séances semblaient moins lourdes qu'au début. Mon fils parlait plus facilement de ce qui s'était passé maintenant, et il ne pleurait pas aussi souvent en discutant de l'effraction. Il a commencé à faire des projets pour la 5e année, parlant de rejoindre le club de jeux de l'école et peut-être d'auditionner pour le spectacle de talent avec une démonstration de nunchaku. Ces petits fragments d'une enfance normale revenaient petit à petit, remplissant les espaces que la peur et le traumatisme avaient repris. La famille de la petite amie s'est jointe à nous pour un voyage de camping en juillet dans un parc d'État à 2 heures de la maison. Nous avons monté des tentes côte à côte et avons passé le week-end à faire de la randonnée, à nager dans le lac et à cuisiner sur le feu de camp. Voir mon fils et sa petite amie griller des guimauves ensemble m'a rappelé qu'ils n'étaient encore que des enfants, qui essayaient d'être des enfants. Même après tout ce qu'ils avaient survécu, ils rivalisaient pour voir qui pouvait rendre la guimauve la plus parfaitement dorée sans la brûler, riant lorsque les friandises prenaient feu et devaient être soufflées. Cette nuit-là, nous étions tous assis autour du feu à raconter des histoires stupides, et les deux se tenaient la main en regardant les étoiles éparpillées dans le ciel noir. Ils ont fait des plans pour la 5e année, parlant des cours qu'ils espéraient avoir ensemble et des excursions qui les enthousiasmaient. Leur résilience s'est manifestée dans ces moments de bonheur enfantin normal. Mais ma femme et moi sommes restés en alerte tout au long du voyage, balayant le camping à la recherche de dangers potentiels et gardant les enfants en vue à tout moment. Nous ne pouvions plus nous détendre complètement. Nous ne pouvions plus baisser notre garde comme avant d'apprendre à quelle vitesse la sécurité pouvait être brisée. Processus de guérison. 4 mois après l'effraction, mon fils a dit à sa thérapeute qu'il n'avait plus de cauchemars aussi souvent. Il se réveillait en hurlant 3 ou 4 fois par semaine, mais c'était maintenant réduit à peut-être 1 fois toutes les 2 semaines. Il a dit qu'il commençait à se sentir à nouveau en sécurité à la maison, surtout avec le nouveau système d'alarme qui retentissait chaque fois qu'une porte ou une fenêtre s'ouvrait. Il vérifiait toujours toutes les fenêtres avant de se coucher tous les soirs, faisant le tour de la maison pour s'assurer qu'elles étaient verrouillées, et il refusait toujours d'utiliser la salle de bain où l'effraction avait eu lieu. Nous avions commencé à l'appeler la salle de bain d'invités, et mon fils utilisait celle du haut près de sa chambre à la place, mais il dormait maintenant la plupart des nuits sans se réveiller en panique, et son anxiété générale avait diminué suffisamment pour qu'il n'ait pas besoin de faire ses exercices d'ancrage aussi souvent à l'école. La thérapeute a dit que c'était un excellent progrès et montrait que son cerveau traitait le traumatisme de manière saine. Elle nous a rappelé que la guérison n'était pas une ligne droite, qu'il pourrait parfois avoir des revers, mais qu'il s'en sortait remarquablement bien pour un enfant qui avait vécu ce qu'il avait vécu. Nous avons reçu une notification officielle par courrier indiquant que le harceleur avait été formellement admis au centre de traitement juvénile fin août. La lettre expliquait qu'il avait commencé une thérapie intensive pour ses problèmes de comportement et de santé mentale et qu'il serait régulièrement évalué pour suivre ses progrès. L'ordonnance de restriction est restée en vigueur et le suivrait même après sa libération éventuelle, ce qui signifiait qu'il ne pourrait légalement plus jamais s'approcher de nos enfants. S'il violait l'ordonnance à tout moment, il ferait face à une arrestation immédiate et à des accusations supplémentaires. L'établissement était à 3 heures de route dans un autre comté, assez loin pour que nous ne tombions jamais accidentellement sur lui ou sa famille en ville. Lire cette lettre a apporté un sentiment de clôture, sachant qu'il était enfermé et recevait de l'aide tandis que nos enfants continuaient de guérir à la maison. Ma femme a plié la notification et l'a rangée avec tous les autres documents juridiques du dossier. Et nous n'en avons pas parlé à mon fils, car nous ne voulions pas interrompre les progrès qu'il faisait en lui rappelant l'existence du harceleur. Regardez vers l'avenir 5 mois après l'effraction, mon fils est entré dans la cuisine tenant une brochure sur les cours de préparation au collège. Il voulait s'inscrire au programme d'été qui l'aiderait à se préparer pour la 6e année. J'ai lu les informations et j'ai vu qu'elle proposait des visites du bâtiment du collège,
des exercices avec les combinaisons de casiers et des rencontres avec les enseignants. Mon fils a montré une section sur les clubs après l'école et a tapé du doigt la description du club d'arts martiaux. Il a dit qu'il voulait y adhérer lorsqu'il arriverait en 6e l'année prochaine. Sa voix excitait d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Je lui ai dit que cela semblait parfait et j'ai rempli le formulaire d'inscription ce même après-midi. Au cours des semaines suivantes, il a assisté aux cours de préparation 2 fois par semaine et rentrait à la maison chaque fois en parlant du collège et de ce que serait la 6e année. Sa petite amie s'est inscrite au même programme et ils ont marché ensemble dans les couloirs lors des visites du bâtiment, se tenant la main et montrant les salles de classe qu'ils espéraient partager. Un soir après les cours, mon fils m'a raconté comment sa petite amie était devenue nerveuse pendant un exercice d'incendie et il l'avait aidée en lui rappelant d'utiliser ses exercices de respiration. Elle s'était calmée et l'avait remercié par la suite, et j'ai pu voir comment leur relation était allée au-delà de simplement petit ami et petite amie, devenant quelque chose de plus profond où ils comprenaient vraiment les besoins de l'autre. Ils connaissaient maintenant les déclencheurs de l'autre et pouvaient offrir le bon type de réconfort lorsque l'un d'eux luttait contre l'anxiété ou les souvenirs de ce qui s'était passé. L'équipe juridique du district scolaire a contacté notre avocat début juin avec une offre de règlement. Ils voulaient tout régler à l'amiable et éviter un procès public qui exposerait leurs manquements en détail. Notre avocat a examiné leurs propositions et nous a appelés pour discuter des conditions. Le district a accepté de financer une formation complète en sécurité pour tout le personnel de chaque école du district. Il mettrait en œuvre les nouvelles politiques anti-harcèlement pour lesquelles nous avions fait pression lors de la réunion du conseil scolaire, les transformant en procédures standards dans tout le district au lieu de se limiter à l'école de notre fils. Ils se sont également engagés à établir un poste de défenseur des victimes à temps plein, une personne dédiée dont le seul travail serait de veiller à ce que les futures plaintes soient traitées de manière appropriée et qu'aucune préoccupation de sécurité des élèves ne soit ignorée à cause de l'argent ou de la politique. L'accord comprenait une composante financière, mais notre avocat a expliqué que la valeur réelle était d'imposer un changement systémique qui pourrait empêcher une autre famille de vivre ce que nous avions vécu. Ma femme et moi en avons discuté ce soir-là après que les enfants se soient endormis. Nous avons convenu que tenir le district responsable importait plus que de le traîner en justice. Les politiques qu'il mettait en œuvre pourraient réellement protéger d'autres enfants, et cela nous semblait plus important que toute compensation monétaire. Nous avons accepté l'accord le lendemain. Un but pour le talent. 6 mois après l'effraction, un studio d'arts martiaux local a invité mon fils à faire une démonstration de nunchakus lors de leur journée portes ouvertes. Le propriétaire du studio avait entendu parler de ce qui s'était passé par d'autres parents de la communauté et voulait donner à mon fils l'occasion de montrer ses compétences dans un cadre positif. Mon fils s'est entraîné pendant 2 semaines avant l'événement, travaillant sur une routine qui montrait sa précision et son contrôle. Le jour de la journée portes ouvertes, environ 50 personnes se sont rassemblées au studio pour regarder diverses démonstrations. Quand ce fut le tour de mon fils, il est monté sur le tapis, vêtu de ses vêtements normaux et tenant ses nunchakus Transformers. Il a exécuté sa routine avec une forme parfaite. Chaque coup et chaque rotation exécutée avec le genre de contrôle qui ne vient qu'après des milliers d'heures de pratique. Les nunchakus sifflèrent dans l'air alors qu'il effectuait des schémas complexes, ses mouvements étant fluides et assurés. Quand il a terminé et a salué à nouveau, les juges ont noté leur score. Il a remporté la 2e place sur 15 concurrents, ne perdant la première place que face à un jeune de 13 ans qui s'entraînait dans un studio formel depuis 6 ans. Mon fils a accepté sa médaille d'argent avec un immense sourire. Une fierté sincère était visible sur son visage. C'était une réussite qui n'avait rien à voir avec l'effraction, une reconnaissance de son talent qui venait de la compétition plutôt que de la survie. Les parents de la petite amie ont organisé un dîner de célébration chez eux 2 semaines plus tard, marquant 6 mois de guérison et de croissance pour les 2 enfants. Ils ont invité toute notre famille un samedi soir et nous avons apporté le dessert. La mère de la petite amie avait préparé un grand repas avec tous les plats préférés des enfants et nous nous sommes assis autour de leur table à manger, partageant des histoires et riant. Le père de la petite amie a porté un toast, nous remerciant pour tout ce que notre fils avait fait pour protéger sa fille. Sa voix s'étranglant alors qu'il parlait de la façon dont les choses auraient pu finir différemment ce jour-là. Ma femme m'a serré la main sous la table et j'ai vu des larmes dans ses yeux, même si elle souriait. Après le dîner, les enfants ont demandé à jouer à des jeux de société dans le salon et nous les avons laissés pendant que les adultes nettoyaient la cuisine. Je les ai observés à travers le seuil alors qu'ils mettaient en place le jeu
leurs mouvements faciles et détendus. La petite amie a ri de quelque chose que mon fils a dit, et il lui a souri en retour. Ils se sont chamaillés joyeusement sur les règles et ont lancé les dés à tour de rôle. Il y avait une légèreté en eux qui avait manqué pendant des mois. Un retour à un comportement enfantin normal qui ne portait pas le poids du traumatisme dans chaque interaction. L'effraction et tout ce qui l'avait précédé étaient devenus une partie de leur histoire. Mais ce n'était plus toute l'histoire. C'était juste deux enfants qui s'aimaient bien, jouant et s'amusant un samedi soir. Le progrès continue. La thérapeute de mon fils m'a appelé la semaine suivante pour discuter de ses progrès. Elle a dit qu'il avait fait des améliorations significatives dans sa façon de traiter le traumatisme et de gérer son anxiété. Ses cauchemars avaient diminué à peut-être 1 ou 2 fois par mois au lieu de plusieurs fois par semaine. Il utilisait efficacement ses stratégies d'adaptation lorsqu'il se sentait déclenché. Il pouvait parler de ce qui s'était passé sans se renfermer ou se sentir submergé. La thérapeute a recommandé de passer à des contrôles mensuels au lieu de séances hebdomadaires. Notant qu'il avait développé des moyens sains de gérer ses émotions et qu'il avait traité le traumatisme de manière appropriée pour son âge. Elle a souligné que nous devions continuer la thérapie tant qu'il en aurait besoin, mais la réduction de la fréquence était considérée comme une étape importante qui valait la peine d'être célébrée. Cela signifiait qu'il guérissait, que le travail que nous faisions tous pour l'aider à traiter tout cela fonctionnait. Ma femme et moi l'avons emmené prendre une glace ce soir-là pour marquer l'occasion. Nous n'avons pas fait d'histoire sur la raison, nous lui avons juste dit que nous étions fiers de tout le travail qu'il avait accompli en thérapie. Il a mangé sa glace au chocolat et nous a raconté quelque chose de drôle qui s'était passé à l'école, son visage détendu et joyeux. Un membre du conseil scolaire d'un district voisin m'a contacté en juillet, me demandant si je serais prêt à parler lors de leur prochaine réunion sur les politiques anti-harcèlement. Il avait entendu parler de notre cas via le réseau régional d'éducation et pensait que notre expérience pourrait les aider à renforcer leurs propres procédures. J'ai accepté immédiatement, y voyant une opportunité de potentiellement protéger d'autres enfants de situations similaires. La réunion a eu lieu un mardi soir dans un auditorium bondé. Je me suis assis avec plusieurs autres parents qui avaient également fait face à des réponses scolaires inadéquates au harcèlement, et chacun a partagé ses histoires à tour de rôle. Quand ce fut mon tour, je me suis dirigé vers le microphone et j'ai expliqué tout ce qui s'était passé. J'ai décrit l'agression initiale contre la petite amie de mon fils, les photos que ses parents avaient fournies à l'école et la suspension d'une journée qui n'avait rien fait pour arrêter l'escalade. J'ai parlé des menaces, du harcèlement et de la façon dont tout cela avait culminé en une effraction où mon fils de 10 ans avait dû se battre contre un intrus armé pour protéger la vie de sa petite amie. La salle était dans un silence complet pendant que je parlais. Plusieurs membres du conseil avaient l'air mal à l'aise, mais ils ont écouté chaque mot. Après les présentations, le conseil a voté pour réviser et renforcer ses politiques anti-harcèlement. D'autres parents m'ont abordé sur le parking par la suite, me remerciant d'avoir parlé et partageant leurs coordonnées afin que nous puissions continuer à plaider ensemble. J'ai réalisé que partager notre expérience pouvait réellement aider à protéger d'autres enfants. Que quelque chose de bon pouvait ressortir du pire que ma famille avait traversé. Réappropriation du talent. Mon fils est venu me voir quelques semaines plus tard avec une brochure pour un tournoi d'arts martiaux qui devait avoir lieu en août. Il voulait participer à la compétition de nunchakus, expliquant qu'il voulait démontrer ses compétences dans un contexte positif plutôt que la violence ne soit la seule histoire associée à son entraînement. J'en ai discuté avec ma femme et nous avons tous deux soutenu sa décision. Il a pratiqué sa routine de compétition tous les jours, peaufinant chaque mouvement jusqu'à ce qu'il soit parfait. Le tournoi a eu lieu dans un grand complexe sportif avec plusieurs rings de compétition. Nous l'avons inscrit dans la division jeunesse pour les formes d'armes traditionnelles. Quand ce fut son tour, il est monté sur le ring dans un uniforme d'arts martiaux prêté. Les juges étaient assis à une table avec des planches à pinces, prêts à noter sa performance. Mon fils a salué, puis a commencé sa routine. Il a exécuté les formes avec précision et contrôle, ses nunchakus s'enchaînant à travers des schémas complexes sans une seule erreur. Chaque coup a atterri exactement là où il devait. Chaque rotation était parfaitement synchronisée. Quand il a terminé et a salué à nouveau, les juges ont affiché leurs notes. Il a remporté la 2e place sur 15 concurrents, ne perdant la première place que face à un jeune de 13 ans qui s'entraînait dans un studio formel depuis 6 ans. Mon fils a accepté sa médaille d'argent avec un immense sourire. Une fierté authentique était visible sur son visage.
C'était une réussite qui n'avait rien à voir avec l'effraction, une reconnaissance de son talent qui venait de la compétition plutôt que de la survie. 8 mois après l'incident, nous avons finalement programmé la rénovation de la salle de bain. La fenêtre cassée avait été temporairement réparée, mais nous n'avions jamais rénové tout l'espace. Mon fils refusait toujours d'utiliser cette salle de bain, utilisant celle près de sa chambre à la place à chaque fois. Nous avons engagé un entrepreneur qui a remplacé la fenêtre par du verre de sécurité qui ne pouvait pas être facilement brisé. Ils ont modernisé les luminaires, peint les murs d'une couleur différente et installé un meilleur éclairage. L'ensemble du projet a duré 3 jours. Quand ce fut terminé, la salle de bain semblait complètement différente de ce qu'elle était la nuit où le harceleur s'était introduit par la fenêtre. Ce soir-là, après le départ de l'entrepreneur, mon fils s'est tenu dans le couloir, fixant la porte de la salle de bain. Ma femme et moi observions depuis la cuisine, sans le pousser, mais restant proches au cas où il aurait besoin de soutien. Il a pris une profonde inspiration, s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. Il est entré et a regardé le nouvel espace. Il a utilisé les toilettes pour la première fois depuis l'effraction, se lavant les mains après dans le nouveau lavabo. Quand il est sorti, il nous a fait un signe de tête sans rien dire, mais j'ai pu voir le soulagement sur son visage. C'était une petite victoire, mais elle représentait sa guérison continue et sa capacité à se réapproprier les espaces que le traumatisme lui avait volés. Une fin pleine d'espoir. La famille de la petite amie a pris sa décision finale concernant le déménagement en septembre. Ils avaient envisagé de déménager dans un autre quartier ou même un autre district. S'inquiétant de la sécurité de leur fille et de sa capacité à guérir en vivant si près de l'endroit où tout s'était passé. Mais ils ont décidé de rester définitivement après avoir vu à quel point le soutien communautaire qu'ils avaient trouvé à travers cette expérience était fort. Leur fille s'épanouissait grâce à la thérapie continue et à la sécurité d'avoir son petit ami à proximité. Les 2 enfants avaient construit quelque chose de fort ensemble, une amitié et une relation qui avaient survécu au pire et qui en étaient ressorties encore plus solides. Un après-midi, alors que les 2 enfants étaient en chez nous, je les ai entendus faire des plans pour le collège ensemble, même si cela était encore dans des années. La petite amie a dit qu'elle voulait essayer de faire partie de l'équipe de football. Mon fils a dit qu'il irait à tous ces matchs. Ils ont parlé des cours qu'ils pourraient nous suivre ensemble et des clubs qu'ils voulaient rejoindre. Leur voix était enthousiaste et pleine d'espoir, remplie de rêves d'adolescents normaux qui n'avaient rien à voir avec le traumatisme ou la violence. Mon fils est entré dans le salon un soir pendant que je regardais la télévision. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé et est resté silencieux pendant 1 minute avant de parler. Il a dit qu'il était heureux d'avoir appris les nunchakus parce que cela signifiait qu'il pouvait protéger quelqu'un qu'il aime quand c'était vraiment nécessaire. Mais il a aussi dit qu'il espérait ne plus jamais avoir à les utiliser de cette façon, qu'il ne voulait plus blesser personne, même s'il le méritait. J'ai éteint la télévision et l'ai regardé. Je lui ai dit que c'était la marque d'un vrai protecteur, d'avoir la capacité de se défendre soi-même et les autres, mais de préférer la paix chaque fois que possible. J'ai dit que j'étais fier de son talent avec les nunchakus et de toute la discipline qu'il avait développée grâce à toutes ses heures de pratique. Mais j'étais encore plus fier de son cœur, du fait qu'il comprenait le poids de ce qu'il avait fait et qu'il ne tirait aucune fierté d'avoir blessé quelqu'un. Il s'est blotti contre mon épaule et nous nous sommes assis ensemble dans le salon calme, pensant tous les deux à tout ce qui avait changé en 8 mois et à tout ce qu'il avait grandi à travers quelque chose qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait avoir à vivre. La semaine suivante, nous avons commencé quelque chose de nouveau dans notre maison. Le premier samedi de chaque mois est devenu notre réunion de sécurité familiale. Nous nous asseyions à la table de la cuisine et passions en revue notre liste de sécurité ensemble. Mon fils testait le nouveau système d'alarme, vérifiait tous les verrous de fenêtre et s'assurait que les lumières à détecteur de mouvement fonctionnaient toujours dans la cour arrière. Ma femme vérifiait notre liste de contacts d'urgence et s'assurait que le téléphone de chacun avait les numéros mis à jour. Je marchais le périmètre extérieur à la recherche de tout ce qui semblait étrange ou différent. Mais les réunions n'étaient pas seulement une question de serrures et d'alarmes. Nous parlions ouvertement de toute préoccupation ou peur que quelqu'un pourrait avoir. Mon fils mentionnait des choses qui le dérangeaient à l'école ou dans le quartier. Nous écoutions sans jugement et travaillions sur des solutions ensemble. Son opinion importait autant que la nôtre, car il avait prouvé qu'il pouvait gérer des situations sérieuses et prendre des décisions intelligentes sous pression. Ces contrôles mensuels sont devenus quelque chose que nous attendions tous avec impatience. Une façon de rester connectés et conscients sans laisser la peur contrôler nos vies quotidiennes.
10 mois après ce vendredi soir où la fenêtre de la salle de bain a volé en éclats, les deux enfants allaient mieux que quiconque ne s'y attendait. Les rendez-vous de thérapie de mon fils ont été réduits à 1 fois par mois, et la famille de sa petite amie a signalé des progrès similaires avec son traitement. À l'école, ils avaient tous deux formé des groupes d'amis solides qui savaient ce qui s'était passé, mais ne les définissaient pas par cela. Les autres élèves les admiraient pour leur gentillesse et leur volonté de parler lorsqu'ils voyaient du harcèlement se produire. Ils étaient devenus des défenseurs sans même essayer, en étant simplement eux-mêmes et en refusant de laisser leur traumatisme les rendre amers ou effrayés. Les enseignants nous ont dit qu'ils avaient lancé un système de jumelage à la récréation où les enfants plus âgés s'occupaient des plus jeunes qui semblaient seuls ou harcelés. Mon fils et sa petite amie ont montré l'exemple, montrant aux autres élèves que défendre quelqu'un ne signifie pas toujours se battre. Cela signifie être présent et s'assurer que personne ne se sente seul. La conseillère scolaire a déclaré qu'ils avaient créé un effet d'entraînement de changement positif dans l'ensemble du corps étudiant. Un après-midi, une enveloppe épaisse est arrivée du système judiciaire avec des timbres officiels et des sceaux légaux partout. À l'intérieur se trouvait le rapport d'étape requis de 6 mois du centre de traitement juvénile où le harceleur était détenu. Le rapport indiquait qu'il assistait à toutes ses séances de thérapie et participait à des activités de groupe. Ses conseillers ont noté une certaine amélioration dans sa capacité à reconnaître l'impact de ses actions sur les autres, bien qu'ils aient averti que le changement réel prenait des années, pas des mois. L'ordonnance de restriction est restée active et le suivrait même après sa libération. Nous n'avions aucun intérêt à avoir de contact avec lui ou sa famille. Mais savoir qu'il recevait de l'aide professionnelle a fourni une petite mesure de clôture. Ce chapitre de nos vies était scellé, et nous pouvions nous concentrer entièrement sur l'avancement sans regarder par-dessus notre épaule. 1 an après cette nuit terrifiante, où notre fils s'est tenu dans le couloir avec ses nunchaku Transformers face à un intrus armé, la vie était différente à tous égards. Mon fils s'entraînait toujours dans le garage, mais avec une nouvelle compréhension de ce que signifiaient réellement ses compétences. Il exécutait ses formes avec précision et contrôle. Ne traitant plus les nunchaku comme des jouets, mais les respectant comme des outils qui comportaient une sérieuse responsabilité. Sa petite amie venait la plupart des week-ends et s'asseyait parfois sur l'établi pour le regarder s'entraîner. Il parlait entre les séries de choses d'enfants normales, comme le nouveau jeu vidéo qui allait sortir le mois prochain ou le projet scientifique sur lequel ils travaillaient ensemble pour l'école. Leur relation avait survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des adultes et elle en était ressortie plus forte et plus réelle qu'avant. Ils se comprenaient d'une manière qui allait au-delà des mots. Un lien forgé par un traumatisme partagé et une protection mutuelle. Nous avions tous été changés par ce qui s'était passé ce vendredi. Ma femme et moi étions plus prudents et conscients, vérifiant les serrures 2 fois et prêtant attention à notre environnement d'une manière que nous n'avions jamais faite auparavant. Mais nous avions également découvert une force que nous ignorions que notre famille possédait. Nous 4 avions affronté le pire et nous en étions sortis ensemble, construisant un lien qui semblait incassable. Mon fils avait appris qu'il pouvait protéger les gens qu'il aimait lorsque cela comptait le plus. Et cette connaissance s'est installée en lui calmement, non pas comme de l'orgueil, mais comme un simple fait. Nous portons notre conscience et notre prudence dans chaque nouveau jour. Mais nous portons aussi notre force et notre certitude que nous pouvons gérer ce qui viendra ensuite. Eh bien, c'est une autre fin parfaitement moyenne. Si vous êtes toujours là, félicitations pour votre goût discutable. Allez-y et abonnez-vous. Nous nous sommes tous les deux engagés.